Bienvenue sur la nouvelle chaîne de podcast Agoyamam, votre nouvelle destination bien-être. Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de votre mental. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun, des aventures passionnantes et surtout une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront l'envie de vous lancer vous aussi. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur le podcast Agoyamam un invité d'exception, mon oncle Jean-François Arnaud. Il nous livre sa plus belle réussite, son rêve devenu réalité, le titre de meilleur ouvrier de France en pâtisserie. Il nous partage également sa vision de la vie, ses batailles, mais surtout sa soif de travailler pour réussir. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas, le titre de meilleur ouvrier de France est un titre décerné uniquement en France par catégorie de métier dans un concours entre professionnels. Ce concours est organisé depuis 1924 tous les 3 ou 4 ans. Nous avons fait l'interview à distance car Jean-François habite à Kuala Lumpur. Malheureusement, vous entendrez quelques échos derrière, nous étions dans son laboratoire. Je vous laisse maintenant avec notre conversation et j'espère que son parcours vous inspirera. Bonjour Jean-François. Bonjour Alex. J'espère que ça va. Eh ben, écoute, oui, ça va, en confinement, toujours en confinement à Kuala Lumpur. Voilà, exactement, comme nous à Paris. Alors, peux-tu nous parler, nous dire en quelques mots qui es-tu et qu'est-ce que finalement, enfin, quel est le chemin qui t'a conduit à Kuala Lumpur, comme tu viens de le dire, tu es à Kuala Lumpur en ce moment. Je suis pâtissier, voilà, je suis chef pâtissier. Enfin, je veux dire, je suis né dedans et je vis avec. Je suis arrivé à Kuala Lumpur, c'est comme une deuxième vie quelque part. Cette deuxième vie, bon, ça a été marqué par le meilleur ouvrier de France, comme tu viens de dire, par le titre de meilleur ouvrier de France. Et donc, ce titre, ça a été vraiment une nouvelle vie qui a commencé, avec tout ce que ça comporte, hein, les sacrifices, etc. Mais bon, voilà, c'est comme ça que je suis à Kuala Lumpur. D'accord. Et du coup, tu disais juste avant que ça vient de, finalement, tu es chef pâtissier. Et ça t'est venu comment, cette passion? C'est de famille ou... Alors, il faut bien remettre les choses. Si tu veux, dans les années 60, quand tu nais dans un milieu artisanal, cette vie artisanale à 100%. Donc, par exemple, moi, je suis né dans un laboratoire. On a vécu la vie, l'enfance, l'éducation, tout ce que tu voudras. On l'a vécu dans un laboratoire de pâtisserie. Donc, ce qui fait que c'est tout bête, hein, mais où tu prends tout, c'est-à-dire que tu vis avec et tu continues de vivre avec, ou complètement tu rejettes. Et pour ce qui est de ma part, si tu veux, j'ai tout absorbé. J'ai absolument, j'ai pas choisi dans un sens. Voilà, donc je suis dedans depuis le début, je suis né dedans et je continue de vivre avec. C'est quelque chose qui finalement qui t'anime. Oui, complètement. Moi, j'en ai fait le choix. J'aurais très bien pu dire à un moment donné, je sors, je veux plus, je sors de ça. Plus longtemps de parler de ça, mais non, c'est pas le cas. Et donc, ce qui t'a amené, comme tu le disais tout à l'heure, au titre de meilleur ouvrier de France. Et alors, est-ce que aujourd'hui, tu peux nous en parler comment ça s'est passé? Peut-être est-ce qu'il y avait une préparation avant, pendant? Alors, le titre de meilleur ouvrier de France, c'est quelque chose qui se programme quelque part. Ça veut dire, on va pas dire dans 2 ans, je me présente et j'y vais. C'est pas comme ça. Quelque chose, c'est un parcours. C'est un parcours qu'on se met en tête. C'est quelque chose qu'on décrète à un moment donné de sa vie où on dit j'y vais. Mais j'y vais, c'est pas demain, quoi. J'y vais quand je serai prêt. Et ça se décrète très tôt. Pour ma part, hein, ça s'est décrété, je sais pas, j'avais 15 ou 16 ans. Pas encore complètement dans le milieu, mais je m'étais dit dans ma tête, putain, ça, je veux le faire, ça, je veux y aller, ça, je veux l'avoir. C'est comme ça. Après, on peut parler de 20 ans de préparation, on peut parler de 2 ans d'intense préparation. Mais à un moment donné, si tu veux, dans ta vie, on décide. On dit, putain, ça, je le veux, ça, je vais. Ouais, donc c'était ton objectif, tu avais envie de faire ça et tu l'as fait. Ouais, c'était mon objectif. Pourquoi ? Parce que quand j'étais jeune, j'allais sur les salons professionnels à Paris. D'accord. Et quand j'avais quoi ? J'avais 15 ans, même pas, j'avais 12 ans. Et quand je voyais ce qui se faisait si tu veux, en présentation artistique, etc., ça me plaisait, ça me parlait, ça me disait quelque chose. Et je voulais comprendre, je voulais traverser tout ça pour leur faire voir que moi aussi je pouvais le faire.
Et donc, ça s'est fait. C'est pas évident, je veux dire, hein, c'est un long parcours. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait, c'est fini, quoi, on n'en parle plus. Il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, oui, donc c'était en 2000, c'est ça? En 2000, ouais. En 2000. Et du coup, est-ce qu'il y a eu une préparation spécifique avant? C'est-à-dire que, je ne sais pas, tu as eu une année entière consacrée à ça? Ou, enfin, comme tu dis, c'est toute une vie, hein, finalement. Mais est-ce qu'il y a une préparation physique, enfin, pas physique, mais du moins mentale également? Oui, il y a tout qui est important. Si tu veux, dans la démarche intellectuelle, oui. Dire un jour, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je vais faire, je veux que ce soit du niveau MOF. D'accord. Ah oui. À partir du moment où tu te dis ça dans ta tête et que tu te dis, maintenant je change complètement d'attitude, je ne fais plus de compétition à l'extérieur, ma compétition, elle sera tous les jours, elle sera devant mon poste de travail et c'est comme ça que je le prépare. Ça veut dire que peut-être 3, 4, 5 ans avant le concours, tu te dis tous les jours, il faut que je sois au top. Et donc, doucement, tu te bâtis cet état d'esprit, tu te bâtis intellectuellement et puis professionnellement aussi, et tu y vas. Que les 2 années qui précèdent le concours, tu es pratiquement dedans, complètement, dans les thèmes, dans les recherches, ce qui est proposé, tout ce qui est demandé. C'est beaucoup plus précis que les 2 dernières années. Et en fait, dans les mois qui précèdent, tu as la préparation physique, si on veut, mais pour moi, elle n'était pas tant que ça. Hein. On va passer, par exemple, 3 jours, on dort très peu, on mange très peu, on est à 100% dedans, quoi. Je veux dire, mais ça se prépare doucement. Pour arriver au but ultime. Voilà. Et quelles ont été finalement... Tes émotions, est-ce que tu t'en rappelles, même s'il y a plus de 20 ans, non, 10 ans maintenant, quelles ont été tes émotions une fois que tu as su que tu étais meilleur ouvrier de France en pâtisserie? C'est absolument énorme. C'est un moment que tu te prépares depuis des années, quelque chose que tu rêves, quelque chose que tu vois les autres passer ce cap tous les 4 ans, tous les 3 ans, tu le regardes dans les journaux, tu le regardes dans les démonstrations, et puis tout d'un coup, tu passes ce cap-là. Donc c'est absolument énorme à tous les niveaux, que ce soit personnel, professionnel, familial. Tout est lié à ce moment-là. C'est un rêve qui devient réalité. Oui, complètement, c'est un rêve. Bon, ceci dit, c'est jamais fini, quoi. Je veux dire, moi, tu me demandes comment j'ai approché ce meilleur ouvrier de France. Donc, je t'explique comment ça s'est fait. Des années et des années où, je dirais, tout doucement, tu vas monter l'escalier, et puis tout d'un coup, tu as la chance de pouvoir arriver sur un palier où là, si tu veux, tu as le titre. C'est 20 ans de ta vie, quelque part, à ne penser pas complètement qu'à ça, mais quelque part, c'était presque tous les jours que tu pensais. Et puis tout d'un coup, tu arrives en haut de l'escalier, tout d'un coup, tu es sur le palier. Oui, c'est émotionnellement très, très, très puissant. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que ça dure pas longtemps. Je sais pas, moi, 3 semaines, 4 semaines, et puis voilà, quoi. Et après, tu repars. Et tu t'aperçois tout d'un coup, putain, tu as un autre escalier qui est là. Là, tu vois pas le bout. Celui-là, tu sais pas où il va t'amener. Mais quelque part, tu remontes sur un escalier. Première marche, deuxième marche. Et là, il faut rebâtir. Oui, mais en fin de compte, tu sais pas trop. Tu sais pas l'objectif quelque part. Mais tout ce que tu vois, c'est que, putain, ça repart. Mais c'est la vie comme ça. C'est la vie, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est la vie. Donc finalement, après le concours, bon, y a les émotions qui sont là. Voilà, le rêve devient réalité. Et ensuite, c'est quel est mon prochain objectif finalement? C'est ça. Oui, parce que celui-là, il est pas simple. Pas rester sur le titre de meilleur ouvrier de France toute sa vie, quelque part. C'est que tous les 2 ou 3 ans, tu as les autres qui poussent derrière, tu as la génération d'après qui arrive. Donc il faut continuer. On ne peut pas se dire, ça y est, je suis arrivé, je suis bien, j'ai 40 ans. Maintenant, je peux me reposer. Non, jamais. Je crois qu'après, ça recommence, mais bon, tu peux pas forcément dire, je vais aller vers cet objectif-là. Je l'ai pas, si tu veux, je l'ai pas défini strictement après. Ce que j'ai vu venir, c'est donc, à travers ce voyage à Kuala Lumpur, c'est qu'il y avait énormément de choses à faire en enseignement, en recherche. D'accord. Dans le pays asiatique. Voilà. Oui, donc ça a été ça après, finalement, ton chemin vers Kuala Lumpur, où tu t'es dit, c'est une seconde vie pour moi, il y a quelque chose à faire. Donc ce voyage, le premier voyage à Kuala Lumpur, je savais même pas où c'était, je savais même pas où était la Malaisie. Et voilà, je fais ce premier voyage grâce au meilleur ouvrier de France, parce que si tu veux, quand tu es MOF,
Tu es appelé à enseigner dans différents pays, dans différentes villes, tout ce que tu sais. Donc, quand on m'a proposé Kuala Lumpur, j'ai dit OK, on va à Kuala Lumpur, pas de problème. Et donc, ça commence comme ça, et je découvre un pays accueillant, souriant. Il y a de tout, il fait beau, les gens sont souriants. Et je me dis pourquoi pas. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, que fais-tu à Kuala Lumpur? Quel est ton métier à Kuala Lumpur? Aujourd'hui, je suis consultant. C'est-à-dire, j'ai pas de travail à temps complet dans une boîte qui me donne des objectifs, etc. Je suis consultant indépendant. Je fais mon planning à l'année. J'essaye de trouver des écoles qui sont demandeurs. J'essaye de trouver des compagnies, des sociétés qui sont demandeurs de conseils. Et voilà, je fais mon calendrier annuel à travers ça, quoi, avec mes objectifs personnels. Par contre, j'ai pas de patron, je suis mon seul patron. Je fais, si tu veux, remplis mon calendrier. Mais donc, c'est tourné vers recherche et enseignement. Et finalement, aujourd'hui, quand tu pâtisses, comment pourrais-tu décrire tes sensations? C'est un besoin pour toi, c'est une passion, Oui, ça a toujours été une passion. La passion, elle ne s'est pas émoussée quelque part, elle est toujours là, elle est toujours. Et si tu veux, dans la sensation, il y a le travail avant le laboratoire, c'est le travail de recherche pur et dur sur papier, sur dessin, sur recettes. On travaille essentiellement sur le dessin sur papier. Où là, il y a aussi il y a un plaisir quelque part, il y a un plaisir de la création. La création, c'est énorme. C'est une nourriture quelque part. Quand on ne sait pas quoi faire, on pense à quelque chose, on l'imagine, on le dessine, on le décortique, on essaie de monter des recettes avec ça. Ça, c'est énorme, je veux dire. Et justement, quelle est ta ligne directrice lors de ces créations? C'est par rapport à ton imagination, ou alors par rapport à un événement que tu es en train de vivre, ou comment ça se passe? Dans la création, dans le processus de création, il faut quand même une idée quelque part. On ne démarre pas comme ça avec rien. Tu as déjà une idée. Il faut que tu aies une idée. Ça peut être sur un produit, ça peut être sur une épice, ça peut être sur... Il faut déjà une idée qui va déclencher, si tu veux, le processus. D'accord. Et l'idée première, à ce moment-là, tu essayes de construire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux construire de la texture, tu veux construire des couleurs, tu veux construire esthétiquement quelque chose de top, ou tu veux quelque chose de, facilement commercialisable. Donc, il y a pas mal de paramètres qui vont rentrer en jeu. Mais au départ, il y a l'idée. Il faut une idée, et là-dessus, on démarre. Et deux options, tu vois, il y a le côté dégustation. Donc là, il y a une recherche interne dans la mémoire des goûts. Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Qu'est-ce qu'on veut donner? Qu'est-ce qu'on veut offrir? Donc, ça se passe au niveau du palais, ça se passe au niveau de la composition. Et la deuxième recherche, elle est au niveau esthétique. Qu'est-ce qu'on veut? Quel public on va cerner? Transmettre le public que vous allez servir, d'accord. Quel public on va cerner? Et ensuite, quel genre de dégustation on va offrir? Est-ce que c'est avec les doigts? Est-ce que c'est sur une assiette? Il y a énormément de choses qui rentrent en jeu. Donc, il y a ces deux options. Il y a déjà le goût, et après, on met tout ça sur le papier, on définit l'objectif, et on y va, et on construit. Et au-delà, du coup, de tes créations et de ton titre de meilleur ouvrier de France, quelle est pour toi ta plus belle réussite? Non, je crois que pour moi, personnellement, c'est le MOF, c'est le meilleur ouvrier de France, mais qui n'est pas une fin en soi. Ça a été un pic, si tu veux, dans ma vie personnelle et professionnelle. Ça a été un pic, mais voilà, il est là, c'est du passé, ça existe toujours, mais c'est plus aussi vibrant qu'avant, mais c'est quand même la plus belle, le plus beau moment dans ma carrière, si tu veux. Et alors, à contrario, peux-tu nous parler d'un échec ou d'une difficulté que tu as eu? Moi, je ne parle pas d'échec. Le mot échec est complètement effacé, si tu veux. Je crois à la difficulté, oui, je crois à des barrières qui viennent se mettre dans tes réflexions, dans tes créations, oui. Mais je ne mets pas le mot échec. Parce que s'il y a une difficulté, c'est bien, quoi. Ça va nous pousser, ça va nous faire réfléchir, ça va nous faire rebondir, il va falloir trouver une autre idée, continuer. Mais je ne parle pas d'échec parce que je pense pas avoir abandonné quelque part. Parce que pour moi, échec, c'est abandon. D'accord, super, oui, très bien. C'est un mot que j'ai effacé. Oui, mais c'est parfait et enfin c'est super. Et du coup, quand tu as une difficulté, comment tu fais pour la contourner finalement, pour contourner l'obstacle?
tu prends un chemin inverse ou tu… Moi, je crois au travail. Hein. Je crois au travail, si tu veux, à remettre en question chaque jour ce que tu as fait la veille. Si tu n'as pas réussi aujourd'hui, ce soir, tu vas réfléchir encore, tu vas recommencer ton process, et demain, tu vas y arriver. Et après-demain, tu vas y arriver si tu n'es pas arrivé demain. Voilà, c'est quelque chose en lequel je crois énormément, c'est le travail. C'est le travail à tous les niveaux, c'est le travail par les manuels. On manipule des produits, différentes textures, différentes températures. Peut-être on n'a pas mis le bon ingrédient, donc il y a une recherche aussi technologique, etc. Donc, je crois à tout ça. Je crois au travail, le vrai travail. Le travail avec les mains, si tu veux, pour moi, la pâtisserie, c'est complet. Le travailleur manuel qui se lève à 4 h du matin et qui tape dedans jusqu'à 2 h l'après-midi, non. Ça, c'est un peu fini. Il y a une recherche et à travers la recherche, on essaie de passer outre les difficultés qu'on a. Ou alors, c'est qu'on n'a pas la connaissance. Mais la connaissance, on peut toujours aller la chercher. Donc, il faut étudier encore. Oui, c'est ça. Finalement, c'est un état d'esprit. C'est, voilà, je ferai tout pour y arriver. Oui, mais la connaissance est importante. Bien sûr que la connaissance, elle est importante. Alors, quelquefois, on pense qu'on a la connaissance, mais bon, la connaissance, c'est tellement large et tellement énorme aujourd'hui que quelquefois, on peut passer à côté d'un produit qu'on n'a pas complètement compris. Donc, c'est pas parce qu'on est meilleur de France qu'on passe outre. Je veux dire, on va taper aussi dans la technologie, on va faire des recherches, prendre des phénomènes et peut-être de modifier un process pour s'appuyer. C'est parce qu'on ne savait pas avant, et on change et on y arrive. Donc il y a aussi ce côté-là, le côté recherche dans les connaissances, approfondissement des connaissances. Là, on vient de parler donc de pâtisserie, effectivement, qui est ton métier. Tu m'as confié il y a quelques semaines avoir perdu du poids. Est-ce que tu pourrais nous raconter justement ton histoire par rapport à ça, finalement, par rapport aujourd'hui à ta santé, ta nutrition, l'alimentation, voilà, tout ça? Alors bon, c'est bien sûr au travers du confinement, hein, puisque le confinement, ça amène à beaucoup de réflexions, ça amène à beaucoup de intérieur en ce qui me concerne, parce que beaucoup de temps libre, et puis on profite pour regarder qu'est-ce qu'on aurait dû faire avant, qu'est-ce qu'on n'a pas eu le temps de faire, etc. Donc, l'alimentation, pour moi, ça a été une recherche intéressante, puisque point de départ, c'était la tension artérielle. J'ai de la tension artérielle, donc je voulais la faire baisser sans médicaments. Pourquoi pas, on va regarder comment je peux faire. Donc recherche Internet, etc. Et puis je tombe sur le sucre, l'élément important pour faire baisser la tension. Chose que jamais on m'avait expliqué. Je continue mes recherches à ce niveau-là, puisque je me dis, pourquoi pas, quoi. Si c'est le sucre, c'est grave pour moi, mais pourquoi pas. Donc je continue les recherches et je m'aperçois que le sucre aussi, ça peut être un poison. Ça peut, je veux dire, c'est pas forcément un poison, mais ça peut le devenir. Et donc, remise en question de l'alimentation pour moi à ce moment-là. Et puis je me dis, mais le sucre, c'est mon métier quelque part. Si j'enlève le sucre, je ne suis bon à rien, quoi, quelque part. Et en fait, c'était une démarche assez longue, hein, puisqu'au départ, je me dis, voilà, je coupe le sucre, j'arrête, je continue à faire des gâteaux, mais qu'est-ce que je vais utiliser pour faire mes gâteaux? Donc évidemment, on peut contourner l'histoire du sucre, le sucre blanc, le sucre raffiné, mais on sera toujours dans un produit trop sucré, comme le miel, comme le sirop de scomora, d'agave, etc. C'est très sucré, et il y a du fructose, donc c'est pas terrible non plus. Donc ça a duré un certain temps, je me dis, je vais travailler sur des pâtes non sucrées, sur des pâtes feuilletées, sur des pâtes à choux, sur des pâtes brisées. Mais au final, je veux dire, j'avais toujours besoin de mettre un petit peu de sucre quand même, que ce soit dans les sauces. Il me fallait mon sucre quand même. Et je me dis que finalement, mon métier de pâtissier, c'est un métier où on apporte du plaisir. Et que si j'ai pas le sucre, de façon à faire passer le message de plaisir, je sais pas faire. C'est qu'il soit sans sucre. J'y arrive pas. J'ai essayé, j'ai fait des tartes feuilletées avec des flancs sans sucre, mais alors c'est insipide et ça donne rien, ça donne pas de plaisir. Alors je me dis, c'est vrai que le sucre c'est pas bon quand on va dans l'excès, je veux dire, quand on prend des Coca-Cola, quand on prend des boissons qui sont hyper sucrées, quand on consomme du matin au soir des produits sucrés, mais une pâtisserie ça peut être un petit écart, ça peut être un plaisir
hebdomadaire, c'est pas forcément journalier, et c'est la base de mon métier. Donc je peux pas quand même me débarrasser du sucre, j'arrive pas. Oui, c'est tout en ton honneur, étant donné, comme tu le dis, pâtisserie égale plaisir. Ouais. C'est encore mieux l'apprécier. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'excès. C'est l'excès, voilà, exactement. L'excès. Tu vois, c'est comme le vin, c'est comme l'alcool. L'alcool, c'est pas bon dans l'excès, mais un verre de vin, c'est très bon. Tout à fait. Et alors là, on parle de travail. Et personnellement, toi, est-ce que dans la vie de tous les jours, tu as quand même changé ton alimentation? Oui. Oui, l'alimentation, ça passe maintenant par beaucoup de légumes, par beaucoup de fruits, par le produit cru, le légume cru qui soit passé en comment dirais-je, en jus, oui. Râpé, le produit cru, le légume cru. Plus de produits industriels, je veux dire, on fait tout nous-mêmes, on va prendre plaisir à cuisiner. Ça demande du temps. Hein. Ça demande du temps pour la préparation que ce soit du lunch ou du dîner, ça demande un petit peu de temps. Ça demande du temps pour aller faire ses courses. Mais au final, on est qu'avec des produits frais, des produits qu'on a choisis et qu'on va traiter dans notre cuisine. Donc en cela, ça a quand même pas mal changé. Oui, et puis finalement, bien manger, c'est prendre soin de sa santé et prendre soin de son mental également. Est-ce que tu as vu des changements au niveau de ta fatigue, de ton énergie intérieure? Mais ça a été dans les premières analyses, si tu veux, quand j'ai commencé à comprendre que le sucre, ça pouvait être un poison dans l'excès. Moi qui m'en avais comme, je sais pas, 100 à 150 grammes par jour, si tu veux, j'avais des coups de pompe après le petit déjeuner, j'avais des coups de pompe après le dessert à midi, si tu veux. J'en ai plus, j'ai plus de pompe. Donc je peux faire une journée complète maintenant, avec mes jus de fruits, mes jus de légumes, sans avoir de crise de sommeil devant un ordinateur ou quoi que ce soit. C'est fou, hein. Le pouvoir du sucre raffiné. Ouais. Si tu veux, c'est pas quelque chose qu'on nous a appris dans l'éducation. C'est pas quelque chose que les gouvernements participent, si tu veux. C'est quelque chose qui est un petit peu. C'est un produit qui est pas cher. C'est un produit que tous les industriels mettent partout, dans les salades, dans les sauces tomates, dans les petits pois, il y en a partout du sucre. Et on ne le sait pas, on ne le devine même pas. Donc là, c'est grave. Je vois des pays qui mettent des taxes sur le sucre. Et ça, c'est extraordinaire parce que quelque part, on va réussir à freiner l'utilisation des sucres dans l'industrie. À notre niveau artisanal, c'est difficile, hein. Mais on va peut-être travailler sur des sucres plus naturels comme le muscovado, comme des sucres bruns ou glaces, à notre niveau artisanal. Mais au niveau industriel, c'est les gouvernements qui devraient faire quelque chose pour réduire les boissons sucrées, etc., etc. C'est vrai que ça a bercé notre enfance finalement. Et puis le sucre aujourd'hui est quand même disponible très facilement partout autour de nous. Ouais. Quelque chose qui est très facile d'acheter. La consommation de sucre dans les 40 ou 50 dernières années, elle a été multipliée par je ne sais combien, par 30, parce qu'il y en a partout. C'est ça. Très bien, merci en tout cas pour ce partage. Et on avait une dernière question, une avant-dernière question. Toi, du coup, quel est pour toi ton mantra ou ta citation qui t'aide tous les jours? Moi, comme je te l'ai dit, je suis plutôt dans le positivisme, c'est-à-dire je n'ai pas le mot échec dans mon vocabulaire. Donc je me répète, je vais y arriver. Je vais y arriver, même si c'est 10 fois par jour, même si c'est le soir avant de dormir, je vais y arriver. Je recommencerai, j'y arriverai. Donc c'est la multiplication, c'est quelques positives et le matin quand tu te réveilles, tu repars. C'est un nouveau jour, on bâtit sur ce qu'on a cassé hier, mais on recommence. Et on y arrive quelque part. Même si ça dure 3-4 jours ou 5 jours, c'est pas grave. Mais c'est exactement ça. Et finalement, c'est grâce à ces pensées positives qu'on booste son mental. À force de se le dire, on va y arriver et on y arrivera. Complètement, parce que ça vient de soi. C'est pas quelqu'un à côté de soi qui va te dire mais t'inquiète pas, etc. Non, ça marche pas. Ça doit venir. Et c'est quelque chose qu'on doit se répéter pour libérer des énergies quelque part. Il faut qu'on se répète. Il faut que ça rentre en soi. On va y arriver. C'est un très très bon mantra. Et aurais-tu un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans la pâtisserie aujourd'hui? Professionnellement, moi je dis c'est un super métier, c'est un super boulot parce que
Si tu veux, tu n'as pas de chômage dans la pâtisserie. Hein, si tu veux. Tu as des demandes partout. La pâtisserie, tu peux la prendre à tellement de niveaux. Tu peux la prendre en restaurant, tu peux la prendre en boutique, tu peux en collectivité, tu peux la prendre dans différents niveaux, différents secteurs. Comme ça, tu vas avoir une vie différente. La pâtisserie en collectivité, c'est sûr que tu vas garder tes 8 heures par jour, mais tu vas quand même prendre plaisir à associer des produits, à constituer des desserts. Si tu fais de la pâtisserie artisanale, aujourd'hui, tu n'es pas sûr de faire 8 heures par jour, c'est clair, mais quelque part, tu vas avoir tellement de produits, tu vas te régaler, construire, tu vas imaginer. Il y a dans la créativité, c'est beaucoup de bonnes choses qui arrivent à chacun à travers la créativité. Donc, si tu veux, à tous les niveaux dans la pâtisserie, que ce soit dans la restauration, dans la boutique ou dans les hôtels, il y a de la demande. C'est un métier fantastique. Il faut beaucoup d'efforts au début. Hein. Il faut se donner le temps de bâtir ses connaissances, d'avoir des réflexes positifs, etc. Ça, il faut du temps. Mais au bout de quelques années, tu vas réellement prendre du plaisir. Plaisir à composer, plaisir à créer, à innover. Et ça, c'est extraordinaire. Par contre, je dis quelque chose à propos d'Instagram. Il faut se méfier de l'image, parce que l'image aujourd'hui est tellement forte, tellement omniprésente, que la pâtisserie peut aller dans un mauvais sens. Okay. Donc, la pâtisserie, c'est pas seulement ce qu'on voit sur Instagram. La pâtisserie, c'est quand même ce qu'il y a dedans, ce qu'on va mettre dans la bouche et ce qu'on va offrir à nos clients. Et ça, c'est pas sur Instagram. Ce qu'il y a sur Instagram, c'est beaucoup de sucre, beaucoup de couleurs, tout ce qu'on veut pas. Trop de sucre, trop de colorants, trop de tout ce qu'on voudra, des produits chimiques, etc. Ça, c'est de l'Instagram. Beaucoup de personnes sur Instagram balancent des images qui n'apportent pas beaucoup à la pâtisserie, à la vraie pâtisserie. Les textures, c'est des vraies saveurs, c'est pas trop sucré, c'est du fruit, mais c'est beaucoup de travail. Oui, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec ça. Il faut tester avant tout, finalement. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est coincé, entre guillemets, avec tout ce visuel, cette image. L'image est très importante de nos jours. Et on croit que l'on vit dans une vie un peu parfaite, où tout est parfait, où voilà, quand on voit des photos de pâtisserie, on se dit, mais ça a l'air super bon, ça a l'air magnifique. Et finalement, quand on se déplace dans ce restaurant ou autre, on se rend compte que c'est pas si bien que ça, entre guillemets. C'est un phénomène qui a commencé avec Facebook. Ça a commencé avec Facebook il y a combien? Il y a 15 ans. C'est amplifié avec l'Instagram. Tu veux, on est seulement sur de l'image. Alors, je parle de ça en négatif, mais je viens de m'y mettre sur Instagram. Pourquoi? Parce qu'il faut exister aujourd'hui sur Instagram si tu veux continuer. Tu n'as pas le choix quelque part. Mais bon, à travers Instagram, on peut aussi envoyer des messages qu'il n'y a pas seulement la pâtisserie dans des moules en silicone, il n'y a pas seulement des glaçages à 80% de sucre, il n'y a pas seulement des colorants artificiels, il y a beaucoup de produits naturels, de textures, de travail sur les vraies couleurs de la pâtisserie, les vraies couleurs de cuisson. Et ça aussi, c'est un message qu'on peut envoyer sur Instagram. C'est pas toujours plébiscité, hein, comme on dira, mais quelque part, on peut l'envoyer sur Instagram aussi. Il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, c'est sûr. C'est un équilibre à trouver. Donc, tu disais qu'on pouvait te retrouver sur Instagram au nom de Arnaud 9270, je crois. C'est ça? Ouais. Super. Donc, du coup, si jamais vous voulez suivre Jean-François, n'hésitez pas à aller s'abonner à sa page. Il vous fera rêver à travers ses créations. Donc, en tout cas, si j'ai bien compris, le mantra, c'est travail et plaisir, ça c'est sûr. Et Oui. du travail et surtout des pensées positives, ne jamais, jamais, jamais lâcher, se répéter qu'on va y arriver. Et on y arrivera, c'est sûr. Je crois que l'échec est un mot qu'on peut effacer. Il y a d'autres mots qui sont tout aussi parlants que le mot échec. Mais l'échec, pour moi, ça veut dire un abandon. Donc l'abandon, c'est pas un mot que non plus je veux dans mon vocabulaire journalier. Je préfère qu'il y ait des difficultés, qu'il y ait des petites barrières qui s'installent, parce que ça va pousser à la réflexion et ça va pousser à la recherche. Un échec, ça veut dire, ok, je mets ça dans la poubelle, j'oublie tout. Et ça, c'est difficile de se remettre. Parce que là, on va être extrêmement fatigué, on va avoir du mal à rebondir, à retrouver un autre terrain de jeu, si tu veux. Ça peut arriver à tout le monde, ça nous arrive tous les jours et toutes les minutes. Il y a des difficultés, oui. On sait comment on va s'en sortir par rapport à ça, sans effort. Ben, c'est un très bon mot de la fin. Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Alex. Et à très bientôt, j'espère. Ok, à très bientôt.
J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter et d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram Agoyamam. Nous espérons de tout cœur que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro et perso, mais surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite!